des centaines d'enfants hospitalisés après un épisode d'animé pour enfants, des pranks qui tournent au drame absolu, des supermarchés vidés de leur stock après une émission populaire, ou encore être filmé 24 h sur 24 nu dans une pièce verrouillée avec pour seul moyen de s'en sortir gagner 1 million de yens en participant à des jeux concours dans des magazines. Cette dernière mention, c'est l'histoire de Nasubi que vous connaissez certainement. Ça s'est passé de janvier 1998 à avril 1999, 15 mois au total sur l'émission Denpa Shounen Teki Kensho Seikatsu, diffusée sur Nippon TV. On a un public japonais qui est fasciné et des records d'audience qui atteignent jusqu'à 17 millions de téléspectateurs chaque dimanche. A tel point que Nasubi, la star de l'émission malgré lui, doit être déplacé dans un autre appartement car le premier a été géolocalisé par des fans. Mais le souci, c'est qu'une fois le défi des 1 million de yens à récolter via des concours sur des magazines est accompli, eh bien l'émission ne veut pas lâcher sa poule aux œufs d'or. Il décide de l'envoyer en Corée du Sud où il doit cette fois-ci gagner assez d'argent pour payer un billet d'avion retour pour le Japon. Mais il complète le défi tellement vite que la production va plusieurs fois en fait décaler en disant que non, il faut un billet d'avion en business class, puis finalement non, en première classe. Heureusement, il parvient à réunir tous ces critères assez rapidement et on le rapatrie au Japon. Il a les yeux bandés et on le replace dans une pièce et par réflexe, il commence à se déshabiller. Toutefois, il était en réalité sur un plateau télé. Imaginez le choc, il ne savait pas qu'en réalité l'émission était déjà diffusée. Et c'est comme ça qu'il se retrouve devant des centaines de spectateurs et des millions de téléspectateurs. Alors ça a été un grand final pour l'émission, mais quelques temps plus tard, il y a eu une petite prise de conscience. En effet, l'émission a été critiquée pour sa torture psychologique et physique envers Nasubi qui devait tenir certains moments sans manger ou en mangeant de la nourriture pour animaux. Bref, c'est dystopique et ça annonce les dérives du voyeurisme dans l'industrie du divertissement. Mais ce qui est moins connu, c'est que cette émission Denpa Shounen, eh bien, elle ne s'est pas du tout arrêtée là. Ils ont envoyé 2 comédiens sur une île déserte sans nourriture et sans moyen de savoir où ils étaient, avec pour seule mission de retourner à Tokyo avec un pédalo en forme de cygne. Un autre défi, ça a été de placer 2 autres comédiens au cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, avec pour mission de remonter jusqu'au point le plus au nord, en Norvège, et ça bien sûr sans le moindre sou. Un des deux s'est évanoui en plein milieu du Sahara et a dû être élitreillé dans l'hôpital le plus proche. Et enfin, le dernier format connu de cette émission, c'est ce qu'on appelle la course de drapeau. Des supporters d'une équipe de baseball sont enfermés dans des pièces et n'ont le droit de manger uniquement que quand leur équipe gagne. Si leur équipe perd, ils sont privés de nourriture, mais aussi de lumière. En gros, si ton équipe perd, tu passes toute ta journée dans le noir absolu. Mais dites-vous bien que tout ce que je viens de vous raconter, c'est même pas dans le top 10 des émissions japonaises les plus malsaines qui ont existé. Que ça soit des fraudes, des concepts malsains et même des humiliations publiques, la télé japonaise regorge d'incidents en tout genre. Alors si vous souhaitez réellement découvrir à quel point les émissions de télé-réalité japonaises ont bravé les interdits, vous êtes au bon endroit. Les émissions télé japonaises, avant qu'elles arrivent sur Netflix, elles étaient sur d'autres plateformes de streaming. Des sites totalement obscurs qui sont bloqués si tu n'es pas au Japon d'ailleurs. Et vraiment, je vous le dis, c'est une galère de retrouver ces fameuses émissions des années 2000. Heureusement, je me suis géolocalisé au Japon pour vraiment récupérer tous ces trucs-là, parce que sinon, c'était vraiment pas possible. Et d'ailleurs, c'est le même service qui te permet d'économiser sur tes billets d'avion ou des locations de voitures ou même les chambres d'hôtel en fait, lorsque tu te géolocalises ailleurs dans d'autres pays, comme par exemple, je sais pas, au Pérou. Et pour ça, moi j'utilise CyberGhost VPN. Ça me permet de me géolocaliser n'importe où dans le monde pour bénéficier du maximum de tous les catalogues de toutes les plateformes de streaming. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment faites un petit coup de check pour voir si c'est pas moins cher vos réservations de billets ou d'hôtels quand vous vous localisez ailleurs dans le monde. En ce moment, avec le lien dans la description, j'ai moins 83% de réduction sur l'abonnement de 2 ans, ce qui fait qu'il est à 2€ et quelques. J'aime bien dire à chaque fois que c'est vraiment moins qu'un café en terrasse parisienne. Et surtout que tu as jusqu'à 7 appareils disponibles, donc du coup tu peux le partager à au moins 1 ou 2 autres personnes. Et si vous êtes vraiment des rats et que vous divisez le truc, donc ça veut dire que c'est moins d'1€ par personne. Et en plus, vous avez 4 mois offerts. Sachant que bien sûr, si tu n'es pas sûr d'apprécier, il y a 45 jours satisfaits ou remboursés, donc tu devrais même pas trop hésiter à te dire est-ce que je le prends, je le prends pas. Maintenant, ça devient un peu essentiel. Bien sûr, ça suffit aussi pour la sécurité dans les aéroports par exemple, où tu peux avoir des wifi publics où on peut te siphonner tes données. Moi, je vais souvent dans les aéroports, donc maintenant je fais attention. Ça me fend le cœur, mais lorsqu'on parle d'émissions télé et de gros problèmes, je ne peux pas ne pas mentionner la licence de mon enfance.
Pokémon. Le 16 décembre 1997, la chaîne TV Tokyo diffuse pour la première fois de 18h30 à 19h l'épisode 38 de l'anime Pokémon. Épisode qui s'appelle Soldat électronique Porygon. Sacha et ses compagnons se retrouvent dans le système informatique de transfert de Pokémon à l'aide du Pokémon Porygon. Mais il y a un logiciel malveillant de la Team Rocket qui les attaque, avec des missiles. Oui, posez pas trop de questions, c'est un épisode Pokémon de la fin des années 90. Sauf que les attaques de missiles dans le monde informatique, plutôt que d'exploser, eh bien les animateurs ont décidé qu'ils allaient faire des flashs scintillants bleus et rouges. Tellement ça va vite, j'ai dû mettre pause plusieurs fois pour me rendre compte que c'était bien des flashs bleus et rouges et pas blancs et rouges. Et ces flashs, dites-vous bien que dans l'épisode, il y en a beaucoup. Mais genre, beaucoup. À un moment, il y a 106 flashs en seulement 4 secondes. Et bien sûr, on a rajouté à ça l'image qui tremble. Vraiment, qui a eu cette idée? C'est une séquence qui est pas du tout agréable à regarder, et forcément, ce qui devait arriver, arriva. テレビ東京系列で昨日放送されたアニメ番組「ポケットモンスター」を見て病院に運ばれたのは685人。 Selon ce bulletin d'infos japonais, c'est pas moins de 685 personnes qui ont été hospitalisées ce jour-là après le visionnage de l'épisode. Et c'est tristement un record mondial pour l'époque. Sur les 3,45 millions d'enfants entre 4 et 12 ans qui regardaient l'épisode, des milliers d'enfants ont été touchés d'une manière ou d'une autre, sans pour autant être transportés à l'hôpital. Mais parmi les patients les plus gravement malades, une fillette de 5 ans, originaire du quartier de Hirano à Osaka, est restée dans un état critique pendant environ 1 heure, présentant initialement des convulsions et de la confusion et nécessitant plus tard une assistance respiratoire. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais cet épisode pour Pokémon, il a eu des conséquences dévastatrices. Le nombre de bulletins d'infos qui ont relayé l'incident, c'est juste impressionnant. Matez-moi ce nombre de reportages différents et bien sûr avec la bonne musique angoissante. 同じような内容の119番通報が同じ日の同じ時間になぜか全国で相次いだのです。 On appelle cet incident le Pokémon Panic, mais alors pourquoi il y a eu autant un acharnement médiatique sur ça? Eh bien tout simplement parce que la licence Pokémon vit ses premières heures de gloire absolue, et donc beaucoup de détracteurs attendaient un premier faux pas pour leur tomber dessus. Alors bien sûr c'est grave ce qui s'est passé, mais il faut quand même retenir qu'il n'y a aucun enfant qui a eu des séquelles à long terme, aucun enfant n'a eu des blessures même à moyen terme, et enfin à l'époque il n'y avait aucune régulation autour de l'animation. Encore une fois, je ne dis pas que c'est pas grave, mais c'est juste que pour certaines affaires qui impliquent des morts, de la corruption, des connexions avec des sectes, bizarrement on oublie rapidement et on passe ça sous le tapis, alors que pour un épisode Pokémon là tout de suite on s'acharne dessus pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. 今日からアニメ「ポケットモンスター」の放送がまた始まることになりました。 Effectivement, il faudra attendre le 16 avril 1998, donc précisément 4 mois après l'incident, pour que les épisodes Pokémon reprennent. C'est d'ailleurs depuis ce jour que les programmes japonais affichent un message demandant de regarder la télévision dans une pièce bien éclairée et pas trop près de l'écran. Imaginez qu'une émission télé japonaise qui tient depuis 11 ans, qui détient 15% des parts d'audience, donc 7,5 millions de téléspectateurs, se fasse compromettre, achever, salir, ternir par ça. Ceux que j'ai entre les mains, les plus anciens de la chaîne l'auront reconnu, il s'agit bien sûr du natto. Il y a plusieurs années de ça, j'en ai fait manger à plein de youtubeurs et c'est des graines de soja fermentées. Et vous n'aurez pas manqué de le remarquer, ça fait énormément de fils, voilà. Ouais, là c'est, oula, oui, là c'est pas mal là. Hein. Pour contrebalancer cette apparence qui est repoussante, eh bien les mamans japonaises aiment bien dire que ça rend intelligent. Alors bien sûr, c'est comme les épinards qui rendent fort ou la soupe qui fait grandir, c'est plus des dictons qu'une vérité scientifique. Sauf qu'il y a une émission de télé japonaise qui a pris ces dictons un peu trop au pied de la lettre. L'émission Hakutsu Aru Aru Daijiten. Elle a commencé sa première diffusion le dimanche 27 octobre 1996. En traduisant en français le titre, ça donnerait quelque chose comme Découverte, la grande encyclopédie des choses du quotidien. Cette émission, elle est bien sûr sponsorisée par un unique sponsor qui est Kao Corporation. C'est un géant du cosmétique japonais, l'équivalent de L'Oréal au Japon. La formule de l'émission, elle est très simple, on prend un objet, de préférence un aliment du quotidien, et on fait des recherches scientifiques dessus pour trouver tous ses bienfaits. Là par exemple, c'est une émission autour de l'utilisation du poivre dans la cuisine. Alors bien sûr, il donne des stats comme le fait que 8 plats sur 10 dans un restaurant français utilisent du poivre, ou encore que la viande et le poivre ont une réaction chimique particulière. Il y a carrément un scientifique qui parle de la composition précise du poivre avec la molécule pipérine qui est similaire à la composition de la capsaïcine, la molécule responsable du goût pimenté. Donc là on est plutôt bien hein, sur l'émission, et rapidement,
c'est le virage à 90 degrés. Et comment? Les recherches sur le poivre n'ont jamais été faites, donc on ne connaît pas encore très bien ses effets. C'est pour ça que l'émission a demandé aux scientifiques du Japon de découvrir quels sont les effets précis de la pipérine. On met des personnes avec des masques à gaz qui respirent de l'essence de poivre et on observe les résultats scientifiques. Ils vont analyser si le poivre fait mincir, si le poivre rend plus intelligent, pourquoi on éternue à cause du poivre, et restez bien jusqu'à la fin parce qu'ils ont découvert un bienfait secret du poivre encore inconnu à ce jour. Il y a vraiment tout un champ lexical visuel de la science, avec des schémas de coupe animés, des tableaux, des tests sur plusieurs individus. Non, vraiment, je vous le dis, l'émission est très bien faite, ça se regarde tout seul. Alors là, je vous ai montré une émission sur le poivre, mais il y a eu exactement la même chose avec la laitue le 30 août 1998. Il y a eu aussi sur le cacao le 1er novembre 1998, et encore un autre exemple, l'agar-agar, le 12 juin 2005. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à chaque fois, ces émissions, elles ont une conséquence majeure. Une hystérie nationale. Je ne plaisante pas, il y a de nombreux articles qui parlent des conséquences de ces émissions dans les rayons des supermarchés. Vraiment, tu dis aux Japonais qu'il y a un aliment qui fait maigrir, le lendemain, ils se ruent au supermarché pour en consommer des tonnes. Alors je sais que ça paraît excessif, mais au Japon, il ne faut pas sous-estimer ces 3 points. L'effet de la communauté, qui est bien plus présent au Japon qu'en France par exemple, le culte de la minceur et des effets anti-âge, qui est très fort aussi, et bien sûr l'attrait des Japonais pour ce qu'on appelle le gente, donc ce qui est nouveau, saisonnier et limité. Et ce phénomène de mode alimentaire, il a un nom, c'est ce qu'on appelle le food fadisme. Engouement excessif, irrationnel et souvent éphémère pour certains aliments, régimes ou pratiques nutritionnelles qui reposent sur aucun fondement scientifique solide. Mais alors avec l'émission Hakkatsu Aru Aru Daijiten, on n'est pas vraiment dans cette définition parce que au contraire, il y a énormément de preuves scientifiques. Il y a tellement de personnes en blouse blanche dans un épisode, ça en devient presque comique. Et justement, c'est précisément sur cet aspect scientifique que l'émission du 7 janvier 2007 va absolument tout faire basculer. Il s'agit du 520e épisode et à ce moment-là, personne, mais alors personne ne se doute que ce sera le dernier. Cet épisode, ce n'est pas un épisode banal. Kansai TV décide de frapper un grand coup parce que ce n'est pas juste un aliment bon pour la santé, c'est un aliment miracle. Il permet de maigrir, de stimuler le cerveau, baisser le taux de cholestérol, d'augmenter la libido et de réguler une hormone DHEA. Et en plus, cet aliment, c'est un trésor national japonais. Vous l'avez compris, il s'agit du natto. Et pour prouver tout ça, bien sûr, l'émission Aru Aru, eh bien, elle a sorti l'artillerie lourde. Les photos avant-après, les graphiques scientifiques, les interviews de professeurs américains, les analyses sanguines, l'émission est un carton. Et dès le lendemain, le 8 janvier 2007, ce qui doit arriver arrive. Ce sont des hordes de Japonais qui se ruent dans les supermarchés pour s'arracher du natto. Et sans surprise, c'est une rupture de stock nationale sur le natto. Sauf que contrairement aux autres fois, c'est trop gros. Les résultats ils sont trop épatants, 3 à 4 kilos de perdus en seulement 2 semaines juste grâce au natto. Taux de cholestérol revenu à la normale en seulement 2 semaines, encore une fois juste avec du natto. Et carrément nécessité de manger du natto 2 fois par jour pour réguler l'hormone DHEA. Mais les critiques s'attardent surtout sur l'interview d'un professeur américain. Parce qu'en regardant de plus près, le mouvement des lèvres et les propos du doublage, et les sous-titres aussi, ne semblent pas corrélés. Et effectivement, après vérification, les sous-titres et le doublage sont inventés de toutes pièces, sans aucun rapport avec les propos du professeur, qui n'avait été même pas prévenu qu'il apparaîtrait dans l'émission. Dans la sphère publique et sur le net, ça commence à bouillonner très fort. Et à force de pression, 13 jours après la diffusion de l'épisode, le 20 janvier 2007, Kansai TV est obligé de faire des excuses publiques. Ils avouent que tout était pipoté. Les photos des participants, les analyses sanguines, rien n'est passé par un quelconque laboratoire, tout a été inventé par les producteurs. Mais c'est pas fini! Quelques jours plus tard, sur leur propre chaîne TV, ils dévoilent qu'il y avait aussi 7 émissions précédentes qui étaient pipotées. Ils expliquent qu'ils ont pris les sujets de test qui confirmaient leurs hypothèses en ignorant ceux qui n'étaient pas arrangeants. Mais surtout, sur ce segment, ils annoncent l'annulation définitive de l'émission Hakkatsu Aru Aru Daijiten et également la suppression des 520 épisodes qui étaient disponibles en ligne. Ce qui rend impossible aujourd'hui la vérification des épisodes précédents et ce qui explique pourquoi j'ai autant de mal à vous montrer des images d'épisodes. Donc, les excuses ont été données, les données ont été supprimées, le drama se referme, mais pas du tout. Un réseau de journalisme citoyen japonais très actif dans les années 2000, PJ News, a découvert qu'étrangement, les grandes chaînes de supermarchés avaient des montagnes de stocks de natto prêtes à être vendues dès le lendemain matin de l'émission, contrairement aux petites épiceries du coin qui ont été instantanément vidées. Oh, mais c'est parce que bizarrement, le contenu de l'émission Aru Aru avait
avait fuité. Ah puis il avait pas fuité n'importe où, hein, il a fuité seulement chez les grands distributeurs. Et ça d'ailleurs, en fait, cette fuite, ça a eu des répercussions assez terribles, parce que une fois que les excuses publiques de Kansai TV ont été données, donc le 20 janvier 2007, les supermarchés ont instantanément annulé toutes leurs commandes de natto. Ils avaient bien senti que forcément après le drama, ils allaient plus en vendre, sauf que la production était déjà lancée, et il y a eu donc d'énormes quantités de gâchis alimentaires de natto. Et je trouve que finalement une annulation d'émission après plus de 11 ans à potentiellement dire des mensonges à la télé et à récolter des centaines de milliers voire même de millions d'euros par ces mensonges avec des bisbises avec les grands distributeurs, c'est pas une décision très sévère envers la Kao Corporation et la Kansai TV. Comme quoi raconter des mensonges à la télé ou sur internet, ça peut rapporter gros. Nizu Yojikan Terebi, Ai wa Chikyu wo Sukuu, soit en français 24 heures télévision, l'amour sauve la Terre. Ici, on est très loin d'une émission nuisible, bien au contraire. Il s'agit de l'équivalent du Téléthon au Japon, une émission qui récolte des dons caritatifs. Ça se déroule en août avec le départ qui est donné à 18h30 un samedi pour finir autour de 21h le dimanche, donc c'est un tout petit peu plus que 24 heures. Mais je veux surtout vous parler de l'organisation qui est millimétrée. On présente la cause, les personnalités ambassadrices qui sont souvent des membres de boys band et les fameux t-shirts jaunes qu'on appelle les Chari T-shirts. Chari pour charity en anglais et donc charité en français. Pendant tout le long de l'émission, une personnalité va faire un marathon de 100 km en traversant tout Tokyo pour arriver sur le plateau avant la fin de l'émission. Vers 21h, on lance le spécial drama. C'est un téléfilm inédit de 2 heures généralement basé sur une histoire vraie. Le but c'est de mettre en scène le combat d'une personne ou d'une population de personnes qui se battent contre une maladie ou alors carrément une catastrophe naturelle. Et c'est généralement là qu'il y a le premier pic d'audience. La nuit ce sont des sketchs de comédiens et des jeux télévisés pour faire attendre jusqu'au lendemain matin où l'émission diffuse des mini-documentaires sur des enfants et des adultes vivant avec un handicap ou dans des régions touchées par une catastrophe naturelle. Donc là c'est un peu le côté larmoyant, tire-larme, on y va dans le pathos. Dans l'après-midi on commence à se refocaliser sur le coureur qui est généralement épuisé après autant de kilomètres parcourus, et quand il arrive enfin sur le plateau, c'est une ambiance de fin d'épisode d'Ultraman. Vraiment, c'est l'apothéose et... Oula, il est fatigué, hein, le média training est affaibli. On dévoile le montant récolté et c'est terminé. Alors chaque année l'émission récolte à peu près 800 millions de yens, ce qui fait environ 4,44 millions d'euros avec le taux de change d'aujourd'hui. Mais ça, c'était avant les révélations tragiques de 2023 et en cause... ce salopard. Masahiro Tamura, le directeur de la stratégie de Nihonkai Telecasting, une chaîne locale qui rediffusait l'émission. Il a tout simplement piqué dans la caisse. Et il a même pas mis en place un stratagème digne des plus grands blockbusters avec des détournements, non! Juste il prenait le cash. En fait c'était très facile pour lui car il avait un accès au fonds avant qu'il ne soit officiellement comptabilisé et sécurisé. Mais alors si c'est si simple, efficace et que ça ne laisse aucune trace, c'est à se demander pourquoi il s'est fait choper. Mais en réalité il n'y a même pas eu besoin d'une enquête pour le découvrir parce qu'il s'est dénoncé de lui-même et pas parce qu'il y a eu un regain de conscience, non pas du tout, hein, c'est parce qu'il y avait un contrôle fiscal qui commençait à arriver et du coup il sentait que ça allait puer pour lui. Et c'est comme ça qu'il a avoué avoir volé de l'argent à son entreprise pendant 10 ans. Pendant 10 ans le mec a détourné des fonds vraiment, mais il a pris du cash carrément, c'est même pas un truc avec des virements, non, il a pris du cash, personne n'a rien vu. Le montant total qu'il a dérobé est de 11,18 millions de yens, soit 62 000 euros. Mais attention, il faut apporter une nuance. Il piquait dans la caisse, mais pas uniquement dans celle de l'émission Ai wa Chikyu wo Sukuu. Il piquait dans le pot commun de plein d'émissions. Donc le montant qu'il a volé à l'émission caritative est en vérité de 2,64 millions de yens, ce qui fait réparti sur 10 ans une moyenne de 1460 euros par an. Je ne dis pas qu'il aurait dû voler plus, mais là on peut même pas justifier ça par l'appât du gain, c'est vraiment de la mesquinerie pure, enfin c'est juste nul quoi. Concernant ses motivations, il a déclaré qu'en 2014 il avait besoin de réunir de l'argent pour un proche, mais la société a publiquement affirmé qu'il sortait souvent boire et aimait les machines à sous, et nous pensons qu'il a utilisé l'argent à ses fins. Vraiment c'est pitoyable pour entre guillemets aussi peu d'argent de piquer ça dans les caisses pour en plus aller boire et picoler et aller au... hein, on sait très bien. Surtout que les dégâts de ces quelques milliers d'euros volés vont être cataclysmiques.
c'est tout le système qui doit s'excuser. C'est leur faute aussi pour ne pas avoir sécurisé plus correctement les fonds récoltés. Et forcément, qui dit scandale au Japon, dit des têtes qui sautent dans tous les sens, dont notamment le président du conseil d'administration de Nihonkai TV qui démissionne. Et encore une fois, tous les détracteurs qui n'aimaient pas l'émission de base en profitent pour les démolir. Voilà, on le savait depuis des années qu'il y avait des tournements de fond, enfin la vérité éclate au grand jour. C'est quelques milliers d'euros proportionnellement aux centaines de millions qui ont été récoltés depuis des années. Mais ça, le fait que la somme soit dérisoire proportionnellement à tous les bienfaits qui ont été faits depuis le début par cette émission, et ben ça, bizarrement, c'est pas trop mentionné. Même si bien sûr je comprends que c'est le geste qui est problématique, et surtout, maintenant faut se méfier si ce n'est pas arrivé dans d'autres endroits du pays. Et alors du coup, en rassemblant tout ça, l'émission, elle a survécu ? Oui, elle a survécu et ça lui a même redonné un élan de fou. Avec ce scandale, l'émission, les ambassadeurs et les producteurs ont tout amélioré. Le système de récolte de dons, la communication, les activités, et finalement en se battant pour faire survivre l'émission en 2024, eh bien ils ont pété tous leurs scores. Sur cette 47e édition, ils ont fait pratiquement le double de ce qu'ils font habituellement. 1,59 milliard de yens, leur deuxième plus gros record ever juste après 2011 où la mobilisation après le tremblement de terre du 11 mars était à son paroxysme. Comme quoi, entre ceux qui critiquent et ceux qui se bougent, ceux qui accomplissent les belles choses, ce sont ceux qui se bougent. Bon, là on n'était clairement pas sur une émission nuisible, donc il est temps maintenant de vous parler de l'émission japonaise la plus problématique qui n'ait jamais existé. Je parle pas de parodie d'émission où en réalité c'est sur des chaînes obscures avec des trucs un peu de cul, non. Là je parle d'une émission avec des millions, voire des dizaines de millions de téléspectateurs. Ceux qui connaissent la télé japonaise attendent depuis le début de cette vidéo que j'en parle, il s'agit de London Hearts. Pendant plus de 10 ans, cette émission a dominé la première place d'un classement très particulier. Le classement des émissions que les parents ne veulent pas que leurs enfants regardent. Oui, je pense que tout comme moi, vous ne saviez pas qu'un tel sondage existait. Mais surtout, cette émission, bien que détestée par les parents, elle est diffusée toutes les semaines depuis 1999. Je vous présente London Hearts. Présentée par le duo comique London Boots, composé de Atsushi Tamura et Ryo Tamura, l'émission est réputée pour ses concepts irrévérencieux au possible, notamment ses caméras cachées extrêmes et ses classements poussant les célébrités à exposer leur véritable personnalité. Et ça quitte à créer des clashs sur le plateau, qu'ils soient prévus par la prod ou non. Et avant de vraiment rentrer dans le cœur de l'émission, je suis obligé de vous avouer que je vais devoir faire du cherry picking. C'est le fait de sélectionner un peu ce qui m'arrange parce que ils ont tout fait. Vraiment, la variété du divertissement de cette émission, c'est une folie, donc je vais vous présenter juste les pires entre guillemets concepts qu'ils ont diffusés pendant plusieurs années. Et vraiment, je vous le dis, si vous trouvez que Hanouna ou d'autres émissions télé en France ils vont trop loin, laissez-moi vous dire que c'est des curés face à London Hearts. Kakuzukeshi Onnatachi. Un concept où il faut que les femmes du show business se classent entre elles. Elles doivent élire qui est la moins mignonne, qui est la plus radine, etc. Forcément, le ton monte, et que ça soit scripté ou pas, l'audimat, lui, il grimpe en flèche. Il y a eu des records à 18 ou même presque 20 millions de téléspectateurs. Comme quoi, tous les parents détestent, mais dans le lot, j'imagine qu'il y en a certains qui regardent, hein. D'ailleurs, rien à voir, mais dans l'émission que je vous ai montré, ils ont élu Maria Yamada comme la personne la moins mignonne du groupe, et je suis outré. C'est une actrice, et d'ailleurs j'ai découvert en faisant cette vidéo que c'était une actrice gravure idol, qui a joué dans ma saison préférée de Ultraman, Ultraman Dyna, et je suis du coup scandalisé de cette information qu'elle soit la moins mignonne. Bon, ça on va dire que c'est un peu sexiste, il y a d'autres concepts qui sont même un peu plus hardcore dans le même style, mais ça c'est le niveau 1. On passe au niveau 2. Le classique de tomber dans un trou, ça c'est vraiment une signature de l'émission. C'est le prank le plus classique, même si parfois il y a eu des accidents avec des clavicules brisées parce que le trou, parfois il est assez profond. Mais là où ça peut devenir vraiment vicieux, c'est des pranks qui sont plus complexes. Là par exemple, ils ont fait croire à un comédien qu'il avait un rôle dans une série drama. Puis des mois plus tard, ils lui font jouer une scène où il doit fermer les yeux et embrasser une autre comédienne. Le pauvre, déjà le mec il disait qu'il était pas à l'aise, il se mettait à fumer non-stop en disant que ouais, quitte à ce qu'on me dise que j'ai la bouche qui pue, autant que ça soit à cause de la clope. Et bien sûr, tout autour de lui, il y a des caméras cachées de partout et toute la production est dans le coup. Donc pendant que le comédien a les yeux fermés juste avant le bisou, on remplace son love interest par un autre comédien. Bon, on a bien rigolé, c'est un prank, mais tout ça c'est encore trop gentil.
La personne pranké est celle à droite, il est en tenue de Yankee pour un faux tournage. Et au feu, curieusement, des dizaines de Bosozoku débarquent. Bien sûr, ce sont des acteurs et des figurants, mais ça, la personne pranké, elle ne le sait pas. Rapidement, c'est la PLS, là, justement, il essaie de baisser les yeux le plus possible en disant non, vas-y, avance, ignore-les. Mais comme la jolie femme est dans le coup, ils se font piéger, et donc, il se fait dégager de la voiture, se fait violenter doucement, et la femme dans la voiture s'enfuit. Là, tu te dis que la situation ne peut pas être plus critique, jusqu'à ce que la police arrive. C'est bien sûr également des acteurs et forcément à cause de sa tenue, on le confond avec des Bosozoku et donc il se fait arrêter. Bref, quand je vous dis que ça va loin, ça va vraiment très loin les pranks. Alors malheureusement, je me dois d'être honnête avec vous, je ne suis pas sûr à 100% que ce que je viens de vous montrer vienne bien de London Hearts, mais vu le pattern avec la fille mignonne, la personne prankée, je suis sûr à disons 95% que ça vienne bien de cette émission. Mais le plus gros prank de London Hearts, c'est 50TA avec Eiko Kano. C'est un comédien-chanteur qui est connu pour avoir un ego relativement gros et par conséquent c'est une cible de choix pour des pranks. Mais là, la production de London Hearts, elle a totalement pété un câble. Pendant des mois, Kano, il a écrit et enregistré des chansons faites par justement un énorme producteur qui lui a fait croire qu'il voulait qu'il devienne la prochaine star pop du Japon. Et donc il a tourné des clips professionnel, il a été même interviewé par des faux magazines et carrément, il va faire un concert. La production a organisé un concert de lancement géant avec des milliers de spectateurs qui étaient bien sûr tous dans la confidence et à la fin de la performance triomphale, alors qu'il salue la foule en larmes, la scène s'ouvre en deux et il tombe dans un trou géant. Imaginez la descente aux enfers pour le mec. Le gars pense avoir accompli enfin son rêve, tout ça pour qu'on lui dise « Hey, c'est un prank !» Et finalement, tout ce qu'il a vécu depuis plusieurs mois est totalement fake. Ou pas. Alors là, c'est vraiment la beauté de l'émission London Hearts, c'est que le prank a tellement bien pris que les chansons de 50TA ou 50TA, je sais pas comment dire, ont eu du succès. Et Kano, l'ironie du truc, c'est qu'il a même fait des vrais concerts après ça. Et ça avec des chansons où, je le rappelle, il dit qu'il doit vite livrer du lait car sinon ça va devenir du yaourt. Bon, ça c'était le niveau 2, on va passer maintenant au niveau 3, c'est quand l'émission rentre réellement, vraiment, beaucoup trop dans ton intimité. Oui, ce sont des pranks mais qui peuvent ruiner des vies ou plutôt des couples. Le format il l'appelle littéralement blackmail, donc chantage, et c'est un test de fidélité extrême en caméra cachée conçu pour piéger des hommes, qu'ils soient des célébrités ou de simples anonymes. La production engage une mannequin, une idole ou carrément une gravure idol, et ces mannequins vont chauffer à mort la victime pour voir comment l'homme réagit. Je tiens à dire d'ailleurs qu'il y a une variante de l'émission où il y a des triangles amoureux comme ça. Je sais pas à quel point tout est fake ou pas, mais vraiment c'est truffé de caméras dans tous les sens, avec la mannequin qui a une oreillette pour que le présentateur de l'émission lui fasse dire un peu ce qu'il veut. Bref, l'émission, elle va tout manipuler. Les textos, les RDV, les manières de chauffer le gars. Imaginez qu'il y ait un épisode de plus de 30 minutes uniquement centré sur vous, pris la main dans le froc en 4K 60 FPS devant tout le Japon parce que c'est des millions de téléspectateurs. Et en plus, à la fin, votre copine elle débarque. À la fin c'est vraiment le moment de la confrontation avec la petite amie en larmes qui déboule avec les caméras, la production pour confronter le gars sur le fait. Alors je suis d'accord qu'il y a un côté ah il l'a bien mérité, mais ça justifie quand même un énorme harcèlement à un niveau national. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur du truc, sachant que quand c'était fait sur des personnalités publiques, déjà il y avait des leaks parce que les mecs ils disaient des trucs forcément qu'ils détestaient un tel, qu'ils aimaient pas un tel, voilà, et généralement ça voulait surtout dire fin de carrière pour eux. Donc sous couvert du il a bien mérité, ça a quand même généré des énormes vagues de harcèlement. Et comme ça s'est passé dans les années 2000, c'est super dur de retrouver les extraits les plus choquants. Parce qu'il faut bien retenir une chose, comme elle est diffusée depuis 1999, et bien cette émission aujourd'hui, elle s'est très lourdement assagie. Vraiment c'est une ambiance beaucoup plus tranquille, il y a toujours des pranks, mais soit ils sont fake, soit c'est beaucoup plus léger. Cependant, le plus gros drama de cette émission, il est arrivé en 2019. Et c'est pas sur l'émission, c'est sur un des présentateurs, Ryo Tamura, qui a participé à ce qu'on appelle un Yami Eigyo, un travail au noir. Bon, alors vous me direz, travail au black c'est pas bien grave, ça ne mérite pas non plus une énorme polémique, sauf que pour qui il a travaillé? Pour le compte de criminels, des Yakuza. Forcément, il a été suspendu, mais après avoir pleuré un bon coup en conférence de presse,
Il est heureusement revenu petit à petit dans l'émission courant 2020. Et vraiment, je l'ai déjà dit, mais je trouve que les Japonais, ils ont une échelle de gravité qui est à géométrie variable. Travail au noir qui concerne pas l'émission, énorme scandale. Émission qui a généré des millions d'euros en mentant potentiellement toutes les semaines aux Japonais. Oh, elle n'existe plus aujourd'hui. Allez hop, sous le tapis. Comme quoi, les plus gros incidents viennent de là où on s'y attend le moins. Il existe une substance légale, indétectable, qui peut provoquer de graves défaillances de santé, qui est de plus en plus consommée en France. Il s'agit du protoxyde d'azote. Malheureusement, il y a eu des morts au domicile, ou encore des gamins fauchés par des automobilistes irresponsables. Mais alors si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le protoxyde d'azote, on connaît bien. Toutefois, il y a un autre gaz qui est encore plus banal, qui a pour le coup une très sombre histoire à la télé japonaise. Ça, ce sont les 3B Juniors. Et je sais ce que vous vous dites, vous savez que dans l'industrie des idoles au Japon, les filles sont jeunes, mais là, il y a peut-être exagération. Et je peux vous dire que vous avez fait une très fine observation. En effet, les 3B Juniors sont un groupe d'idoles de 26 membres formé en novembre 2014 par Stardust Promotion, une agence qui avait pour objectif de créer un groupe d'idoles uniquement avec des membres de moins de 18 ans. Pour le coup, certaines ont même 12 ans uniquement. Retenez ça pour la suite. Naturellement, pour promouvoir l'émission, les managers acceptent de les faire passer dans des émissions télé. Ça permet de faire de la communication, de récupérer un peu de buzz, etc. Mais là, c'est un cran au-dessus, car TV Asahi propose aux 3B Juniors carrément un programme dédié sur elles. 3B Juniors no Hoshikuzu Shouji, diffusé sur BS Asahi de 15h à 15h30 tous les dimanches. Et c'est comme ça que la première émission est diffusée le 25 janvier 2015. Au niveau des membres dans leur quotidien, c'est même un peu méta parce qu'elles découvrent dans l'émission qu'elles ont une émission dédiée pour elles. Alors bien sûr c'est un peu le chaos parce que ce ne sont que de très jeunes filles, mais l'objectif de l'agence derrière tout ça c'est de créer les grandes idoles de demain en ayant le contrôle sur toute leur carrière depuis la préadolescence. À titre personnel je trouve ça un peu malsain de mettre autant en scène des mineurs devant un public qui est exclusivement, voire quasi exclusivement masculin et surtout qui a le double voire le triple de leur âge. Mais ce n'est même pas de ça dont on va parler. Lors de l'enregistrement du 28 janvier, soit 3 jours après la diffusion du premier épisode, les membres font un jeu 5x5. Le but, c'est de chanter avec une voix modifiée par l'hélium. On utilise alors une bonbonne de gaz hélium du commerce vendue comme article de fête. Les premières idoles passent, la voix super aiguë amuse tout le monde, c'est un peu l'euphorie, jusqu'à ce qu'une membre de 12 ans aspire l'hélium directement depuis la bonbonne et non depuis un ballon de baudruche. La pression violente de la bonbonne propulse le gaz dans ses poumons provoquant des micro-déchirures. Elle s'effondre immédiatement, incapable d'amortir sa chute car inconsciente. Elle se heurte la tête la première au sol et convulse fortement. En toute hâte, elle est transportée d'urgence à l'hôpital où le diagnostic est sans appel. Elle souffre d'une embolie gazeuse cérébrale. En gros, les bulles d'air ont bloqué l'afflux du sang vers son cerveau, provoquant une hypoxie, une privation d'oxygène, et des dommages neurologiques immédiats. Pendant plusieurs jours, la situation est critique. Troubles de la conscience, spasmes et convulsions sur la moitié gauche du corps. Ce n'est qu'au bout du 6e jour qu'on lui administre un traitement d'oxygénothérapie hyperbare. En gros, on vous met dans un caisson pour augmenter le taux d'oxygène dans le corps. Ce traitement porte ses fruits et elle rouvre enfin les yeux. Mais du côté de la presse, une idole mineure hospitalisée après une émission télé, forcément, ça fuite. Le 4 février 2015, une conférence de presse est tenue par TV Asahi. Après une semaine, ils ne pouvaient pas garder l'incident secret plus longtemps. Les fuites et les rumeurs ont pris trop d'importance et ils doivent donner leur version des faits avant que tout soit déformé. Et forcément, face à la gravité des faits impliquant une mineure, la police métropolitaine de Tokyo ouvre une enquête pour négligence professionnelle ayant entraîné des blessures. C'est comme ça qu'on découvre malheureusement pour la prod qu'il était écrit sur la bonbonne strictement réservé aux adultes. Clairement, la prod, elle a déconné de fou. Heureusement pour la fille, elle est sortie de l'hôpital le 10 mars 2015, soit quand même 41 jours après l'incident. Et dès le lendemain, donc le 11 mars, elle a pu reprendre le chemin vers l'école. Et en mai de la même année, elle a même pu reprendre ses activités d'idol en donnant un concert avec tout le groupe des 3B Juniors. Et même si je trouve ça un peu étrange, la police a décidé de classer l'affaire sans suite. Vraiment, dites-moi si vous voulez un épisode 2 parce que j'ai encore énormément d'histoires et je vous propose de faire un défi de like bien à l'ancienne. On va le mettre costaud, hein. On va le mettre à 50 000 likes. C'est vraiment beaucoup. Et merci à CyberGhostVPN, vous avez un lien dans la description pour avoir moins 83% de réduction et c'est 45 jours satisfaits ou remboursés. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à la prochaine. Tchuss.